Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau meet-up, donc cette fois axé sur les moteurs de voiture, donc avec Florent en direct de Toulouse et moi Hugo en direct de Aix. Voilà, donc on fait un peu le tour de la France aujourd'hui en même temps. C'est ça, Donc, c'est pluri-agence. exactement. Donc aujourd'hui on va vous parler des moteurs de voiture. Donc pour ceux qui étaient à l'Extia Fest, en fait on en avait déjà un petit peu parlé. Donc aujourd'hui ça va être la version longue en fait de ce meet-up où on va pouvoir passer tous les sujets en revue. Donc qu'est-ce qui nous attend, pour le meet-up de ce soir? Donc je suis en train de faire l'introduction. Un petit disclaimer, je vais vous en parler. On va passer très vite sur le moteur électrique, puis le sujet principal, ce sera en fait le moteur thermique sur, donc les voitures à essence, avec notamment une présentation de ce qu'on appelle le cycle de Baudrochat, donc je vais vous en parler, peu précisément. C'est le nom scientifique du cycle à 4 temps, le mot et du cycle qu'utilisent tous les moteurs de vos voitures. Et on passera un petit peu sur les pièces principales et les pièces importantes. Et à la fin, on fera un petit détour par les différentes architectures qui existent. Comme ça, vous saurez ce que c'est qu'un moteur en V, en ligne ou rotatif. Et ça n'aura plus de secret pour vous. Alors avant de commencer, comme Alex t'a fait, petit disclaimer, on va parler beaucoup voiture à essence ce soir et très peu voiture électrique. Il n'y a pas de jugement, c'est juste que en fait, vous allez le voir, la voiture électrique, c'est très simple par rapport à une voiture, à essence. Donc c'est pour ça qu'on va y passer très vite dessus et qu'on va parler beaucoup de la voiture thermique. Parce que vous allez voir que pour faire tourner un moteur à essence, il faut beaucoup de choses, beaucoup de pièces et beaucoup de concepts. Donc c'est pour ça qu'on va en parler beaucoup. Voilà. Donc sans plus attendre pour commencer avec la voiture avec son moteur électrique. Donc vous commencez, c'est extrêmement simple. Si vous vous souvenez de vos cours de technologie au collège où on vous faisait faire des petits exercices et des petits TP avec des petits moteurs électriques, ben, en fait dans une voiture électrique c'est exactement le même principe. Comme je vous ai mis une petite animation pour le représenter. Vous avez simplement un stator qui est une pièce fixe, donc une bobine en fait fixe dans laquelle se trouve un rotor, c'est un aimant et par le simple par les principes de l'électromagnétisme, vous mettez de l'électricité dans le stator, ça produit un champ magnétique, ça fait tourner l'aimant. Vous avez votre moteur, tout simplement. Et si vous posez la question pour freiner ou récupérer l'énergie, bah, c'est exactement l'inverse. Vous arrêtez de mettre de l'énergie dans le stator. Le rotor qui est relié aux roues tourne tout seul. En tournant, il fait un champ magnétique parce que c'est un aimant. Ça fait de l'électricité dans le stator et ben ça recharge votre batterie. Voilà. On a fait le moteur électrique, comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas grand-chose à voir de plus sur là-dessus. Ce qui fait aussi que ben, c'est pour ça, c'est un peu aussi d'actualité, beaucoup plus facile aussi à entretenir, sur certains aspects. Vous allez voir que le moteur thermique, lui, est beaucoup plus compliqué, mais ce qui, d'un certain côté aussi, le rend beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez voir sur cette magnifique image, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc pour commencer avec le moteur à essence, je vais vous parler un petit peu de la théorie, donc ce qu'on appelle le cycle de Baudrochat. Donc, du nom de monsieur Eugène Baud, dit Baudrochat, qui l'a conceptualisé, au milieu du 19e siècle, ça date un peu. Et en fait, c'est tout simplement le nom que l'on donne au cycle d'un moteur 4 temps. Donc il l'a décrit, de la manière suivante, en fait, dans ses écrits. Un premier temps avec une aspiration pendant une course entière du piston, un temps de compression avant la course suivante, une inflammation au point mort et détente pendant la troisième course et un refoulement du gaz brûlé hors du cylindre au quatrième et dernier retour. Bon, dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais avec un schéma, ça devient de suite beaucoup plus clair. Donc je vous ai représenté en fait, un piston ici qui, tourne suivant le fameux cycle, des 4 temps, que vous pouvez voir donc en image. Donc au premier temps, vous le voyez, c'est très simple, vous avez une soupape, des soupapes d'admission qui s'ouvrent et qui fait rentrer votre mélange d'air et d'essence, donc c'est le mélange qui va exploser dans votre chambre de combustion, donc la partie au-dessus du piston, la partie mobile. En 2, vous pouvez voir le piston qui monte et qui va comprimer en fait votre mélange, c'est la phase de compression. En 3, quand votre piston est tout en haut, vous pouvez voir une petite étincelle, tout en haut, c'est la bougie dite d'allumage en fait qui provoque cette étincelle. Votre mélange d'air et d'essence comprimée va s'enflammer et va exploser. Donc l'explosion détente, c'est le troisième temps qui va en fait en produisant des gaz,
va pousser le piston vers le bas et produire votre mouvement. Et ensuite, vous avez un 4e temps où le piston remonte, en fait, une dernière fois. La soupape d'échappement s'ouvre et en remontant, il va pousser les gaz d'échappement vers la sortie. Voilà, le moteur à 4 temps, en animation, en direct, sous vos yeux. Donc une fois, qu'on a vu ça, c'est pas très compliqué, c'est comme ça que tous les moteurs, en gros, de voitures, fonctionnent, de base. Mais comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que sur cette image, il y a déjà, au moins, 5 pièces, présentes rien qu'ici et vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus. Et donc là, je vais laisser la main à Florent qui va vous les présenter et vous expliquer à quoi elles servent. Ouais, merci Hugo. Du coup, moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va prendre ce moteur-là et puis on va tout simplement, le démonter, tout enlever et je vais vous présenter, en fait, les pièces principales, qui le constituent. Donc voilà, c'est le moteur démonté. Il y a C'est tout? Il y a des questions? Non? Non, on va y aller un peu plus en détail, mais on va pas aller jusqu'à la petite vis, mais voilà, le même moteur, entièrement détaché, donc forcément, ça fait beaucoup de pièces. Donc voilà, on va commencer, par le compartiment au moteur. Donc en vrai, on est très simple dans l'automobile, hein, donc au moteur, forcément, c'est la partie haute du moteur. Jusque-là, ça va, je vous ai pas perdu. Donc ça se compose de plusieurs pièces, hein, là, comme, les soupapes, l'arbre à cam. Certaines ont déjà été évoquées par Hugo, du coup. Injecteur, la distribution, les galets, la culasse et les joints de culasse. Donc voilà, on va y aller, progressivement. Donc on va commencer par, du coup, les soupapes et les arbres à cam. Donc voilà, ça c'est, un schéma, typique de ce que vous pouvez avoir au niveau des soupapes et l'arbre à cam. Donc en fait, les soupapes, c'est, comme on l'avait vu dans le schéma, précédent par Hugo et comme on peut le voir ici à droite. Donc c'est la pièce qui permet en fait d'ouvrir en soi l'admission, donc de faire entrer de l'air ou l'échappement, selon leur rôle, pour faire du coup sortir les gaz d'échappement après la combustion. Et l'arbre à cam, c'est le long arbre qu'il y a au-dessus là, qui permet en fait de les ouvrir au bon moment. D'où la petite forme, un peu en forme d'œuf, on va dire, qui permet d'ouvrir à des moments précis du cycle du moteur. Donc ça, voilà, je vous présente une autre technologie pour ceux qui ont les plus vieilles voitures. Pour ceux d'entre nous qui ont des plus vieilles voitures, il y a une autre façon de faire, c'est on ajuste avec l'arbre à cam qui est pas au-dessus des soupapes, mais qui est placé à côté. C'était une ancienne technologie où, du coup, on a une tige et un culbuteur qui, vient actionner la soupape. Donc ça, c'est une technologie qu'on voit plus, depuis les années 90. Mais pour ceux qui ont les vieilles voitures, vous pouvez avoir cette architecture-là qui apparaît. Donc ensuite, donc toujours dans la partie au moteur, donc on va attaquer donc sur tout ce qui est injecteur et bougie. Ouais. Donc injecteur, bougie, donc l'injecteur, c'est la pièce qui va nous permettre du coup de faire rentrer le carburant dans notre moteur. Donc il y a 2 technologies qui existent, donc c'est l'injection indirecte et l'injection directe. Donc en gros, l'injection indirecte, c'est on va injecter l'essence bien avant le cylindre pour en fait pendant la circulation avec, l'admission d'air, ça crée un mélange entre l'air et le carburant avant de rentrer dans le cylindre. Comme vous pouvez voir sur la partie gauche en fait du schéma. Sur la partie droite du schéma, du coup, on a l'injection directe qui s'est modernisée et qui est arrivée, c'est ce qu'on voit le plus maintenant aujourd'hui, où en fait, on va directement injecter dans le compartiment cylindre et on peut le voir à la forme du cylindre. Donc généralement, ils ont une forme un peu plus différente pour en fait, par l'injection, provoquer des tourbillons et créer le mélange avec l'air. Donc voilà, c'est la petite différence entre injection directe et indirecte. On peut voir encore les 2 aujourd'hui qui existent. Et après, donc tout ce qui est bougie, donc il y a une différence entre bougie de préchauffage et bougie d'allumage. Pour faire simple, le préchauffage, c'est uniquement sur les moteurs diesel, ce qui sert en fait, le démarrage à froid, c'est ce que le moteur diesel aime le moins. Donc il y a une petite bougie de préchauffage qui s'allume en fait avant démarrage moteur
et qui permet en fait de légèrement chauffer la chambre de combustion pour permettre les premières explosions et de démarrer correctement le moteur. Et la bougie d'allumage, elle est là sur les moteurs essence. Et là, par contre, en fait, le moteur essence, elle est là pour en fait provoquer l'enflammement, l'embrasement et l'explosion du mélange. Il faut savoir que sur un diesel, ça s'enflamme tout seul par compression, là où sur l'essence, il y a besoin de la petite étincelle qu'on voit sur le schéma, justement. Voilà, la petite subtilité entre essence et diesel, c'est que ce n'est pas les mêmes bougies. Ensuite, donc, la partie courroie de distribution. Donc, pour certains qui connaissent bien ça et qui connaissent un peu la technologie et qui ont le malheur d'avoir un PureTech, c'est cette pièce-là qui baigne dans l'huile et qui pose problème sur la fiabilité des moteurs PureTech aujourd'hui. Donc, en gros, cette courroie, en fait, elle sert à synchroniser en fait, toute la partie au moteur que je vous ai présentée avec le bas moteur que je vais vous présenter par la suite. Et si on n'a pas cette synchronisation-là, il faut se dire que, imaginons qu'on ouvre les soupapes au moment où le piston monte, on va avoir les soupapes qui vont venir faire un joli petit bisou au piston, et puis ça va mal se passer pour votre moteur. Donc c'est pour synchroniser tout ça, tout simplement on met une courroie au milieu. Donc ensuite, on va parler de la culasse et du coup du joint de culasse. Donc pour ce qui est de la culasse, donc j'y passe rapidement, mais en gros la culasse c'est ce qui permet d'accueillir toutes les pièces que vous avez vues là préalablement, donc pour les faire tenir. Et le joint de culasse que vous voyez là, qui a une forme assez particulière, on n'appellerait pas ça un joint si on était dans d'autres termes, mais ici, vous voyez, c'est un joint assez particulier. Et il est là pour en fait faire l'étanchéité déjà entre les pièces haut et bas moteur, et pour éviter justement de mélanger forcément votre mélange. Et si vous n'avez pas cette étanchéité-là, en fait, vous pouvez avoir des fuites entre les cylindres et votre moteur va beaucoup moins tourner. Vous pouvez avoir de l'huile qui va venir dans vos cylindres ou de l'eau. Donc, on va éviter de faire une mayonnaise avec tout ça. Donc, on met un joint de culasse pour éviter ces problèmes-là. Donc, quand on dit faire un joint de culasse, c'est cette pièce qui va lâcher sur votre voiture. Voilà, pour la petite histoire. Et c'est pour ça que c'est aussi assez grave, donc, parce que vous allez faire effectivement de la mayonnaise, mais aussi très compliqué et cher à changer, parce que c'est littéralement la pièce la plus au milieu du moteur. C'est ça. Donc, et c'est pas si simple à... Ça appelle beaucoup de main-d'œuvre pour une petite pièce. C'est vraiment très fin. Il faut se dire que c'est une pièce métallique qui est assez fine, mais qui est primordiale dans le moteur. Maintenant, du coup, le joint de culasse, forcément, il fait le lien avec le compartiment bas moteur qui se situe en bas. Jusque-là, on est bon. Et donc, parmi donc le compartiment bas moteur, donc il y a le bloc, les pistons et segments, les bielles. On va aborder aussi le vilebrequin, le carter, la pompe à huile et le volant moteur. Donc, on va commencer par piston et bielle. Forcément, c'est des pièces qu'on connaît beaucoup, déjà de base. Donc, faut savoir que dans le piston, vous voyez la tête de piston qu'il y a ici en schéma. On voit souvent 3 petites rainures comme ça, et on voit des segments en fait métalliques. Et en fait, c'est des joints. En fait, c'est des joints métalliques, et en fait, on a généralement 3 segments, et ils ont chacun une utilité. Le segment de feu, en fait, il permet d'éviter de contraindre le reste du bas moteur avec la température que va prendre la chambre de combustion et le cylindre quand on va avoir l'explosion. Le segment d'étanchéité, justement pour éviter que notre mélange air et carburant vienne en dessous. Et le segment racleur, c'est pour racler l'huile qui vient lubrifier tout ça, pour éviter qu'on en ait trop dans le moteur. Donc quand vous avez le segment racleur qui est usé, vous avez de l'huile qui rentre dans le moteur, typiquement. Donc si à votre ligne d'échappement, vous avez une fumée un peu blanche-bleue, c'est que sûrement votre segment commence un peu à fatiguer. Voilà, votre segment racleur.
Donc la bielle, donc c'est le reste qui constitue le piston. On en parle, généralement on parle du piston en parlant de l'ensemble bielle plus tête de piston, mais en fait le piston est vraiment, c'est juste la pièce du haut. Et donc la bielle, elle est là pour justement actionner ce piston et faire le lien après avec la pièce qu'on verra après, qui est le vilebrequin, donc qui est constitué de toutes ces petites pièces-là. Il faut savoir que pour la petite histoire et pour l'anecdote, on a, vous voyez les deux petits demi-coussinets qu'il y a, ils sont là pour faire le lien en fait après avec le vilebrequin. Et à l'époque, on parlait beaucoup des Renault qui étaient en panne sur le bord de la route dans les débuts des années 2000. C'est dû à une économie de quelques centimes sur ces coussinets qui font que ils fondaient, ils redurcissaient et ça faisait serrer les moteurs des Scénic à l'époque. Voilà, pour une petite histoire, c'est cette petite pièce qui posait problème et qui faisait casser des moteurs à l'époque chez Renault. C'est plus le cas, heureusement. Et pour l'autre anecdote maintenant, quand on vous dit qu'on a coulé une bielle, vous savez de quelle pièce on parle? Oui, c'est cette petite bielle généralement qui est tordue et qui a complètement cédé. Voilà. Et voici donc le vilebrequin, une pièce assez biscornue, du même nom que la défunte chaîne Vilebrequin qu'on connaît tous. Et contrairement à eux, sur votre voiture, je ne vous souhaite pas qu'ils se séparent, parce que ça va poser problème. Donc voilà, sur le vilebrequin, vous voyez qu'il y a différents éléments, c'est assez biscornu. Mais en gros, là où il y a les manetons, en fait, c'est là où on va accueillir les bielles pour les pistons. C'est pour ça que c'est désaxé. Selon les rotations, c'est ce qui va permettre de faire un mouvement de haut en bas pour les pistons. Et les tourillons, ils sont là juste, c'est des points d'appui pour l'axe parce qu'il va être très contraint, donc c'est différents points d'appui pour pouvoir avoir l'axe bien droit. Les petits trous que vous pouvez voir au niveau des manetons et tourillons, pour votre petite histoire, c'est des petits trous qui permettent de faire venir de l'huile sous pression pour lubrifier le tout. Et les petits trous que vous avez sur les grosses pièces, mais les grosses flasques métalliques, là, c'est juste pour équilibrer le tout, parce que forcément, on a des pièces qui sont désaxées, des éléments désaxés, donc pour éviter les vibrations, il faut faire des petits trous pour ajuster la masse. Voilà. Donc ensuite, vraiment tout en bas du moteur. Oui, Armand, la séparation de la charnière vilebrequin a aussi posé des problèmes. Effectivement, mais moins dans ton moteur de la chaîne. Oui, moins pour ton moteur. Et là, je te le souhaite pas. Donc, pour le carter et pompe à huile, donc vraiment, on est sur le plus bas du moteur. Donc, c'est là où on va recueillir toute l'huile qui va servir en fait à lubrifier tout ça. Et on a une petite pompe à huile forcément pour mettre le tout sous pression. Donc, c'est par là, c'est par en bas. Quand c'est bien fait, c'est par là qu'on fait la vidange aussi. Quand le bouchon n'est pas trop sur le côté, c'est vraiment sur le dessous et c'est par en dessous qu'on fait les vidanges d'huile. Voilà. Alors, il existe aussi des systèmes à carter sec plus pour les voitures de sport. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, mais bon, elles sont là pour durer moins longtemps aussi. Oui, mais c'est indispensable parce que quand vous prenez un virage rapidement, vous l'avez remarqué avec la force centrifuge, vous avez tendance à aller vers l'extérieur, vers la portière. Dans le carter d'huile, c'est la même chose. Le niveau d'huile a tendance aussi d'aller à l'extérieur et si vous prenez un virage trop vite, vous pouvez arriver au point où l'huile est totalement sur le côté et la pompe arrive à l'air libre. Ce qui peut poser problème parce que la pompe se met à aspirer de l'air. Je vous laisse imaginer de l'air dans le système d'huile du moteur, ce que ça peut donner. C'est Typiquement compliqué à ramorcer. Ouais. voilà, et typiquement pour l'anecdote, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en Allemagne, il y a un circuit très connu et très difficile qui s'appelle le Nürburgring, qui est un circuit, ancien circuit de F1 qui est ouvert à tous, un peu comme les autobahns où vous pouvez aller avec n'importe quelle voiture faire des tours de circuit. Il est assez courant que quelqu'un avec une voiture assez classique de tous les jours attaque un peu fort et se mette effectivement à avoir beaucoup de fumée bleue au bout d'un moment parce que il a eu ce problème-là, il a désamorcé sa pompe et il suffit de pas beaucoup de temps avec un moteur sans huile pour le faire serrer. Donc voilà. Donc si vous aimez vraiment les sur-circuits, mettez un carter sec pour vous éviter ça.
Et donc, petite dernière pièce là pour bien finir la partie bas moteur, donc c'est le volant moteur. Donc c'est une sorte de gros disque, donc il faut savoir que c'est lui qui permet en fait de faire ensuite le lien vers la boîte de vitesse qu'on va pas aborder ici. Donc c'est lui qui accueille aussi l'embrayage. Donc il est là en fait pour prendre toutes les charges extérieures qu'on peut lui mettre pour éviter que ça fasse tenir, que ça fasse que les autres pièces en pâtissent. Et pour votre petite anecdote, en fait, sur la petite photo à droite, vous voyez que sur les dents, il y a un moment où il y a une grande dent et un grand creux. Ben, en fait, c'est ici qu'on va loger le capteur qui vous permet de savoir exactement à combien de tours minute tourne votre moteur. Donc, c'est ici qu'il y a le capteur qui vous permet de vous dire à combien de tours minute sur votre compteur la voiture tourne. Donc voilà, petite anecdote comme ça. Et bon, maintenant, on va juste légèrement aller à l'extérieur du moteur, pas de beaucoup, parce que c'est pas le sujet, mais on va vous parler quand même d'autres pièces qui c'est quand même important de savoir, au moins un minima, autour du moteur. Donc, voilà, à savoir que, du coup, il va y avoir tout ce qui est admission, échappement et refroidissement, hein. Donc c'est par là où on fait venir, partir l'air et où on va refroidir. Donc pour l'admission, tout simple. Généralement, on a une admission d'air, donc on a une prise d'air à l'avant, ça passe par un filtre pour éviter de choper toutes les merdes qui sont dans l'air. On a un boîtier papillon, donc à l'époque c'était actionné mécaniquement, maintenant c'est électroniquement. Il faut savoir que le boîtier papillon, c'est ce qui s'ouvre et se ferme quand vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. Donc en fait, quand vous appuyez sur l'accélérateur, en fait, vous faites rentrer plus ou moins d'air dans le moteur, donc du coup, vous allez lui donner une meilleure combustion ou non. Donc, si vous lui en demandez plus, forcément, il va cramer plus et envoyer plus de puissance. Et donc, on répartit après l'admission dans les différents cylindres selon le besoin. Donc, la magnifique pièce collecteur d'émission que vous voyez là, qui permet d'envoyer là sur 4 cylindres, comme on peut vu qu'il y a 4 trous. Il faut savoir que là, pour faire venir plus d'air généralement égale plus de puissance, vu qu'on peut faire rentrer. Si on fait rentrer plus d'air, on peut mettre plus de carburant. Et donc, il existe deux façons de forcer, on va dire, de l'admission pour qu'on en entre plus. Donc, c'est le turbocompresseur qu'on nomme globalement turbo et le compresseur mécanique qu'on appelle plutôt un superchargeur parce que c'est très américain. En Europe, aujourd'hui, on est sur du turbo. Mais il reste encore quelques Américains un peu récalcitrants qui vont aller mettre un compresseur sur leur voiture. La différence principale entre les deux, c'est que juste on a au niveau de notre turbo, c'est de la physique où on utilise le gaz d'échappement pour faire accélérer, faire tourner une hélice qui va aller faire accélérer et mettre sous pression l'entrée d'air pour faire l'air d'admission. Et pour ce qui est du compresseur mécanique, on va être, c'est actionné électriquement, c'est votre compresseur du garage, c'est le même, quoi, en gros, en plus petit, mais c'est la même chose, c'est actionné par une courroie et on comprime de cette façon, de manière mécanique et électrique. Et la petite différence qu'on peut avoir, c'est que généralement, le turbo va fonctionner plutôt quand on va être haut dans les régimes, là où le compresseur va fonctionner dès les bas régimes, généralement. L'avantage aussi du turbo, c'est que comme c'est avec des gaz d'échappement, c'est «gratuit» entre guillemets puisque, c'est la pression d'air d'échappement qui s'évacue, sinon, dans l'air, par l'échappement du coup, qui permet de faire ça, alors que le compresseur mécanique, il utilise un peu d'énergie du moteur. Un peu d'énergie du moteur et un peu d'énergie de batterie par C'est moment ça. aussi. Et là où, ouais, on va dire que le turbo, il est là pour un peu optimiser tout ce qu'on peut avoir au lieu de les perdre. On essaie d'utiliser ce qu'on a sous la main pour améliorer les choses. C'est ça et comme tu le disais en anecdote, alors le turbo est arrivé, comme beaucoup de technologies par la course automobile, notamment, fin des années 70 en F1 et pour ceux qui ont connu ou qui s'y sont intéressés, en rallye aussi dans les années 80, parce que ça donnait beaucoup de puissance et donc qui dit puissance dit, vitesse
forcément. Et notamment en rallye, pendant les grandes heures du groupe B, on a eu des monstres, par exemple la 205 Turbo 16 qui avait 2 turbos de Formule 1 dans une 205. Je vous laisse imaginer le monstre. Ce qui posait quelques problèmes parce que comme effectivement il faut qu'on ait des gaz d'échappement pour faire tourner le turbo, comme la 205 avait un tout petit moteur, je crois que c'était un litre 8 ou même pas 2 litres. Quand le turbo commençait à se déclencher, le moteur s'étouffait, donc il y avait moins de gaz d'échappement, le turbo s'arrêtait, puis ça repartait, le moteur repartait, le turbo se redéclenchait et ça faisait des cycles comme ça, donc la voiture littéralement pompait, donc on pouvait la voir, accélérer et ralentir et s'arrêter d'accélérer d'un seul coup. Et il y en a une autre marque, c'était Lancia, qui existe quasiment plus aujourd'hui. Eux, ils s'étaient dit, comme on disait: «Ah oui, le compresseur, c'est bien à bas régime, mais le turbo, c'est que à haut régime». Sur notre voiture de rallye, pourquoi tout simplement on combinerait pas, on mettrait pas les 2 pour avoir à bas régime et haut régime? Donc eux, leur monstre, la Delta S4, elle avait un compresseur mécanique et un turbo parce que, pourquoi pas, hein, en fait, tant qu'à faire. Donc voilà, donc pour la petite histoire, ça s'est assez mal fini parce que, elles étaient tellement, c'était des monstres lâchés sur des petites routes de campagne. Il y a une Delta qui a fini dans le ravin encore. Ça s'est fini comme ça pour le rallye, mais voilà, le turbo vient de là. Alors, je vois une question du coup de Merlin, si on peut remplacer l'un par l'autre, ou c'est forcément rattaché au modèle de voiture agencement moteur. En fait, oui, quand un moteur est designé, en fait, on le prévoit pour. On choisit la technologie avant et forcément, si tu avais une voiture avec compresseur, tu peux pas improviser un turbo à la place. C'est plus compliqué. Enfin, c'est pas impossible, mais quand c'est pas fait pour, ça demande un gros travail et ça coûte très cher. Il y en a qui le font, hein, c'est essayer de rajouter des turbos sur des voitures, mais généralement, c'est sur des voitures qui en ont pas, qui ont ni turbo ni compresseur. On évite de remplacer une technologie par l'autre. Mais par contre, tu peux avoir des voitures qui dites atmosphériques, c'est donc toutes les voitures qui ont ni l'un ni l'autre, où on voit des personnes pouvoir. Il est possible d'y greffer un turbo par-dessus, mais ça demande souvent beaucoup d'adaptation, de renforcer certaines pièces et ça sort des gros chèques après. Ouais, c'est de la Ouais, c'est ça. customisation. Ouais, En réparation, il faut voilà. En comme disait Florent. customisation, oui, il y a des voitures japonaises, les Toyota Supra à l'époque, ce qui sortait à peine 300 chevaux de série, parce que c'était une loi japonaise. Mais en fait, les moteurs sont tellement de base renforcés qu'en fait, ils étaient déjà capables d'accueillir des turbos. Donc, il y en a beaucoup qui se sont amusés du coup, à les améliorer. Et il y en a qui ont mis jusqu'à 2 turbos. Un turbo pour les bas régimes, un petit, et un plus gros pour les hauts régimes, qui du coup faisait que dans l'ensemble, elle développait 900 ou 1000 chevaux. Et pour l'anecdote, un turbo, ça peut chauffer aussi. Parce que Hugo nous parlait de la 205 T16 de rallye. Je l'ai vu rouler aux grandes heures de l'auto à Montlhéry. Et de nuit, on voyait une grande lueur dans la calandre à l'arrière, parce que le moteur était central à l'arrière. Et en fait, la lueur rouge, vraiment rouge chauffée au vif, en fait, c'était le turbo qui était rouge vif, quoi. Ça faisait lumière d'intérieur aussi pour le pilote. C'était parfait. Donc ensuite, l'échappement. Donc on va pas aller loin dans la ligne d'échappement. Là, on est juste sur le collecteur d'échappement. Donc c'est juste la pièce qui va aller se greffer au moteur, qui du coup permet de récupérer les gaz d'échappement et ensuite les envoyer sur toute notre ligne d'échappement qui peut y avoir derrière. Bon, comment on peut reconnaître l'admission et de l'échappement? Vous allez faire un tour pendant 15 minutes. Après, vous posez la main. Si c'est chaud et que vous vous êtes brûlé, c'est que c'était l'échappement. Mais non, sinon, après, généralement, c'est la pièce. Sur les voitures d'entrée de gamme, on va avoir une pièce plutôt presque plastique sur l'admission parce qu'on n'a pas de température, et une pièce vraiment métallique sur l'échappement. Et généralement, il y a des protections pour éviter que vous vous brûliez. Mais je vous conseille d'essayer d'y mettre la main. C'était juste pour la blague, hein. Mettez pas la main, vraiment. Je vais avoir des problèmes après. Et bon, forcément, on vient de parler de température. Il faut bien refroidir tout ce joyeux monde là. Et donc, parmi le refroidissement, donc c'est un circuit d'eau qui circule vraiment au plus près des
des cylindres sur un circuit à part, donc qu'on peut voir là. Donc on a un radiateur à l'avant et qui ensuite, il est là pour essayer de nous refroidir l'eau. Enfin, c'est pas de l'eau hein, vraiment, mais on appelle ça de l'eau communément, mais en gros c'est un liquide de refroidissement. Mettez pas de l'eau à la place du liquide de refroidissement, c'est pas assez performant pour refroidir un moteur. Je vous le déconseille. Et voilà. Et il faut savoir que sur un moteur thermique, la chauffe de cette eau, c'est ce qui nous permet d'avoir du chauffage, là pour le coup gratuit dans une voiture thermique, parce que on chauffe naturellement pour chauffer notre habitacle. Donc voilà, c'est l'utilisation de cette eau chauffée qui permet d'avoir le chauffage dans la voiture. Donc ça consomme pas vraiment plus de mettre le chauffage dans votre voiture thermique en hiver. Profitez-en, c'est l'avantage qu'il y a sur l'électrique par exemple. Vraiment, c'est juste le seul coût que vous avez à payer, c'est le ventilateur qui s'allume, quoi. Donc ça va. Et je vais laisser la main du coup à Hugo qui va vous parler des différentes architectures moteurs. Tout à fait. Donc effectivement, il y a plusieurs architectures qui existent pour les moteurs, puisque le moteur de base avec son cylindre, son piston, c'est très bien, mais au bout d'un moment, ça reste assez limité. Donc en fait, je vais vous montrer, on a multiplié en fait les pistons, on en a mis plusieurs dans les moteurs, et donc il fallait bien effectivement leur donner une architecture, une certaine architecture pour que ça marche. Donc je vais vous les présenter, et vous avez maintenant, comme ça, vous pourrez voir aussi parfois à quoi ça correspond. C'est assez simple en réalité, hein. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le moteur en ligne. Donc j'ai mis une petite animation. Donc à gauche, vous voyez un piston qui fonctionne selon son cycle de 4 temps qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement. Un moteur en ligne, c'est vous mettez plusieurs pistons les uns à la suite des autres avec le vilebrequin dessous, donc branché sur le vilebrequin. Donc ça, c'est la partie à droite du schéma où vous voyez un moteur donc à 4 cylindres en ligne, donc qui est en train de tourner. Vous remarquerez avec les couleurs et avec les petites étincelles, les pistons ne tournent pas en même temps, enfin n'explosent pas en même temps. Ils le font chacun leur tour et de manière équilibrée. C'est fait exprès, c'est pour justement, on parlait des vibrations avec l'équilibrage des masses du vilebrequin, c'est pareil, c'est pour essayer d'équilibrer le moteur, puisque forcément les pistons qui montent et qui descendent à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tours par minute, ça bouge beaucoup, donc on essaye de les cadencer pour qu'en gros ils s'équilibrent entre eux. D'ailleurs pour ça qu'on a souvent même en ligne, des moteurs qui ont un nombre pair de pistons aussi, parce que c'est plus facile à équilibrer. Oui, et pour préciser, du coup, en fait, oui, le fait d'avoir 4 cylindres, on parle d'un moteur 4 temps, il faut savoir que chaque cylindre est toujours sur un temps différent. Comme ça, il n'y a jamais de temps mort dans vos rotations moteurs, il y a toujours un moteur qui a un cylindre qui fournit l'énergie. Donc pour ça, on a proposé aussi quelques petits exemples de voitures qui existent avec ces architectures. Donc pour les moteurs en ligne, et donc notamment 4 cylindres en ligne, je vous ai montré 2 exemples. Le premier, c'est la Peugeot 206, c'est-à-dire ma propre voiture en fait, hein, sauf que la mienne est grise. Mais voilà, c'est 4 cylindres en ligne, tout simple. Et vous avez aussi, ça existe aussi en voiture de sport, donc dessous, c'est une Mazda MX-5 de 4e génération qui, elle aussi, a un 4 cylindres. Donc elle a un peu plus grand, je crois qu'il est, il est en long, puisqu'en fait, vous pouvez mettre vos moteurs soit en travers, c'est le cas de la 206, soit s'ils sont plus grands, vous pouvez les mettre en long. Donc l'alignement des pistons est en long. Donc voilà, quelques exemples de ces architectures. C'est l'architecture la plus, en gros, vraiment la plus répandue pour les voitures de tous les jours, et surtout chez nous. Vous allez avoir des 4 cylindres, 3 cylindres un peu maintenant aussi, parce que les moteurs sont plus petits pour essayer d'être plus efficients en termes de consommation, mais c'est ce qui reste le plus simple et le plus classique. Mais du coup, je vous parle donc de voitures de sport. Je vous disais, on essayait de multiplier les cylindres pour avoir plus de puissance, mais comme vous pouvez le voir sur la voiture d'en bas, si vous commencez à aligner vos cylindres, vous pouvez en aligner autant que vous voulez. Vous allez assez vite voir que votre voiture, elle va devenir très très grande si vous alignez beaucoup de cylindres. Parce que la Mazda, là, elle en a 4, imaginez 8 ou 12, ça va faire un très très grand nez. C'est pour ça qu'on a essayé de rendre le moteur plus compact en inventant d'autres architectures, et notamment une architecture très connue en sport automobile qui s'appelle l'architecture en V, et que vous voyez donc représentée sur ce schéma ici.
Donc en fait, l'architecture, le concept est très simple. Si vous prenez 2 lignes de pistons, vous les mettez donc en V, l'un en face de l'autre, et vous les branchez sur le même vilebrequin face à face. Et donc ça donne, vu en tranche comme ça, une architecture qui est la forme d'un V, tout simplement. Ce qui vous permet en fait, si vous preniez 2 4 cylindres, d'avoir dans la même longueur et entre guillemets dans la même taille qu'un moteur 4 cylindres, vous en avez 8. Donc vous avez beaucoup plus de puissance. Et oui, ça existe aussi en X. Je ne sais pas si j'ai l'exemple aussi, qui est un peu, qui est un peu particulier, mais ouais, ça existe en X, oui. Donc pour les exemples de moteurs en V, donc forcément les voitures de sport. Alors je vous ai montré, donc ici c'est 2 voitures américaines parce que les Américains aiment beaucoup les moteurs en V, notamment les V8. Donc en haut, une voiture très classique en sport américain, c'est la Chevrolet Corvette. Donc il y a un V8 dans son nez à l'avant. Mais aussi, je vous disais l'architecture en ligne, en Europe, mais aux États-Unis, notamment Ford a eu l'idée de mettre des gros V8 de 200 chevaux dans des berlines classiques. Donc dessous, vous voyez un taxi, c'est une Ford Crown Victoria qui a démocratisé ça. Ils adorent mettre aussi des gros V8 un peu partout. Parce que USA quoi, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Donc vous pouvez là-bas avoir effectivement un taxi qui a un énorme V8 sous le capot, c'est assez classique. Mais bon, ça reste aussi quand même des moteurs plus de voitures de sport. L'autre exemple qui va un peu plus loin dans le concept, c'est le moteur en W. Alors en fait, il y en a 2 versions. Là, je vous montre vraiment le W avec 3 rangs de pistons, donc comme pour le V, mais avec un 3e rang de pistons en plus pour rendre le truc le plus compact. Mais aussi, alors je vais vous montrer avec les exemples. Donc là, je vous montre des exemples de Volkswagen Bugatti. En fait, le Volkswagen a inventé aussi la technologie du VR, où en fait c'est un modèle en W, mais qui est particulier. C'est en gros 2 V qui sont en quinconce, qui sont décalés l'un par rapport à l'autre. Donc en fait, vous n'avez pas 3, mais bien 4 bandes de pistons dans votre moteur en W. Et c'est le cas en fait des voitures que vous avez sous les yeux, donc, puisque vous avez la Passat W8. En fait, c'est en gros un VR8. Vous avez deux V4 en gros qui sont briqués l'un dans l'autre. Et que vous avez probablement reconnu, la Veyron qui elle a carrément un W16. Donc elle, c'est 2 V8 imbriqués l'un dans l'autre. Donc ça permet d'avoir des moteurs quand même très puissants et relativement compacts. Ensuite, dans les architectures, on va dire un peu plus intéressantes, vous avez les moteurs à plat. Donc en fait, les moteurs à plat, donc vous vous souvenez du moteur en V qui avec vos 2 bandes de pistons alignés l'un en face de l'autre. En fait, si vous ouvrez totalement un moteur en V et que vous lui donnez un angle à 180°, vous obtenez un moteur à plat. Donc vous en avez 2 versions en fait sous les yeux. Le moteur à plat à proprement parler, c'est la version du dessous, et le moteur au-dessus avec les pistons qui sont synchronisés en opposition, on appelle ça un moteur boxer. C'est là aussi fait pour l'équilibrage. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce que en fait, quand vous baissez entièrement vos pistons, vous pouvez faire un moteur donc plat et donc vous pouvez le mettre bas dans son compartiment et donc abaisser le centre de gravité de la voiture. Donc c'est très intéressant donc en compétition automobile. C'est pour ça que pas mal de voitures de course, notamment des Ferrari, notamment en F1, avaient cette configuration de moteur à plat. Donc ils avaient des 12 cylindres à plat pendant très longtemps. Et pour l'anecdote, ils sont revenus au moteur en V classique quand le système d'effet de sol qui est réapparu dans les F1 modernes est apparu, parce que il fallait mettre des tunnels Venturi sous le châssis et forcément quand vous avez un moteur à plat qui est tout en bas, vous pouvez pas mettre, votre châssis modifié pour faire votre effet de sol. Donc ils ont dû repasser un système en V avec les pistons relevés pour pouvoir le faire. Voilà, c'est la petite anecdote. Et donc en exemple, encore des modèles allemands, puisque Porsche utilise dans les 911, classiquement des Boxster, des Boxster 6. La petite anecdote aussi, c'est que les Porsche 911 ont un moteur comme les très anciennes voitures, avec notamment la coccinelle dessous en porte-à-faux arrière, ce qui est très rare parce que c'est très déséquilibré, mais ça marche. Et donc il y avait aussi donc quelques voitures, donc typiquement la coccinelle, je crois que la 2 chevaux aussi avait un Boxster 2 cylindres, si je me souviens bien. Donc voilà, et vous aviez aussi des Ferrari, notamment la Testarossa des années 80 avait son V12 à plat.
Et la coccinelle, pour l'anecdote, la coccinelle a beau être une Volkswagen, c'est Porsche qui l'a designé, donc il a repris les mêmes moteurs. Les deux voitures, c'est le même moteur. À peu près. À peu de choses Un peu près, à s'y optimisé en... méprendre, c'est le même moteur. Voilà, un peu optimisé en haut, mais dans l'idée, ouais, c'est le même moteur. Mais n'oubliez pas que les moteurs, il y a des moteurs qui ont tenu des dizaines d'années, même s'ils ont été optimisés. Je ne sais plus comme toi qui as été chez Renault, Florent, je ne sais pas combien de temps a duré le Cléon Fonte là-bas, mais ça a été le même moteur en fait réutilisé et adapté, optimisé pendant des décennies, parce que ça marchait bien tout simplement. Oui. Ben, un cycle de vie de moteur, de toute façon, c'est très long. C'est plus long que nos gammes de voitures, hein, de toute façon. Ensuite, on entre dans les architectures un peu plus rigolotes. Je vous présente le moteur en H. Et si ça vous fait penser à des moteurs à plat, c'est normal, ce sont 2 moteurs à plat qui sont, accolés l'un à l'autre et qui sont synchronisés. Donc ce machin, je vais appeler ça un machin pour pas dire un monstre ou une horreur, a surtout, dans le domaine de l'automobile, a été créé en Formule 1 par BRM dans les années 60. Donc pour l'anecdote, en fait, à cette époque, les Formule 1 étaient avec des moteurs donc de 1,5 litre de cylindrée, donc c'était la taille totale de leur cylindre et donc ils fonctionnaient beaucoup quand même en V8 aussi à l'époque et une année, ils se sont dit: «On va augmenter, on va passer à 3 litres». Mais comme les constructeurs ne pouvaient pas inventer un nouveau moteur comme ça, ils se sont dit le truc simple, c'est que, pourquoi pas mettre, 2 moteurs d'1,5 litre pour en faire un de 3 litres. Donc BRM a eu cette idée-là et ils ont pris 2 flat 8 qu'ils ont accolés l'un au-dessus de l'autre pour faire un flat 16 de 3 litres. C'était une horreur parce qu'imaginez 2 moteurs, vous avez 2 vilebrequins, vous avez 2 systèmes. Alors eux, ils avaient 4 arbres à cames parce que 4 bandes piston, donc ils devaient tout synchroniser ensemble. Je vous laisse imaginer la fiabilité, très faible de la chose. Donc pour terminer l'anecdote, c'est la voiture du dessus. C'est une Lotus qui a gagné le seul Grand Prix que ce moteur a jamais gagné. Donc c'est même pas la marque qui l'a créé qui a réussi à gagner un Grand Prix avec. Et ça a duré qu'une année ou 2 parce que forcément toutes les autres courses, ils n'ont fait qu'abandonner sur ce moteur, quoi. Parce que c'était une horreur. Donc on a la combinaison des moteurs à plat, mais on a aussi la combinaison des moteurs en ligne. Je vous présente l'architecture des moteurs en U. Vous combinez 2 moteurs, en ligne côte à côte. Donc ça a été très très peu utilisé en automobile. Bugatti en a fait une très vieille version sur la Bugatti Type 45 que vous voyez ici. Ou pour sortir un peu de l'automobile, je vous présente en dessus une magnifique CC 65000 qui a été sur les chemins de fer de la SNCF dans les années 50 et 60 parce que oui, ça a utilisé un gros moteur en U de, j'ai plus en tête, quelque chose comme 50 litres de cylindrée, c'est des trucs énormes. Mais ça a été, comme ça tournait pas trop vite et que c'était assez puissant, oui, on a utilisé ça dans des grosses machines. Mais ça commence à être des architectures qui deviennent rares, très rares en automobile. Pour sortir de l'architecture en piston classique, certains vont le connaître, je vous présente le moteur Wankel. Donc lui, c'est un moteur dit à piston rotatif. Vous pouvez voir qu'il fonctionne, vraiment différemment. Donc c'est vrai, en fait, le principe, c'est vous avez donc ce triangle à côté bombé, j'ai perdu le nom exact de cette forme, qui en fait tourne dans un ovale et si vous remarquez bien, en fait, il a 3 chambres de combustion, 3 chambres, ouais, de combustion en même temps, qui tournent avec le moteur. Donc pourquoi on a inventé ce système? Si vous avez remarqué les schémas du 4 temps, en fait, votre piston, comme il doit faire l'échappement des gaz brûlés, en fait, il ne produit qu'une seule compression tous les 2 tours. Donc en fait, vous avez énormément de pertes de rentabilité dans votre moteur parce que, là, vous avez le piston votre moteur tourne à vide, en gros, la moitié du temps. Et si vous regardez, en fait, ici, le Wankel, en fait, à chaque tour, il produit 3 explosions, ce qui est beaucoup plus rentable, du moins sur le papier. Autre élément sur le papier, vous avez beaucoup moins de pièces qui tournent, donc c'est censé être plus fiable. Le problème, c'est que, entre autres problèmes, l'étanchéité entre les chambres de combustion devant être faite par des joints de votre triangle sur votre ovale, c'est pas le top, donc ça consommait énormément. Mais ça a quand même, été commercialisé et ça a quand même eu sa petite heure de gloire en course puisque, donc ceux qui connaissent en haut, c'est Mazda qui a surtout développé cette technologie, notamment dans la RX-7 qui est affichée ici ou RX-8 et aussi en compétition puisque celle du bas, c'est la 787B et elle a gagné les 24 heures du Mans en 91. Donc c'était quand même pas si nul que ça. Et dernier moteur rotatif, celui-là, alors regardez pas trop le schéma, il fait mal aux yeux, c'est le moteur rotatif en étoile.
où en fait, vous alignez, un très grand nombre de pistons, 12 ou 24 autour de votre vilebrequin, sous la forme d'une étoile et si vous revoyez comme vous le voyez sur la figure, en fait, vous synchronisez le moteur de manière à ce que en fait, c'est le moteur qui tourne autour du vilebrequin au final, donc pour faire votre mouvement. Donc ça, c'était pour essayer d'obtenir le plus de puissance possible et en voiture, ça a quasiment jamais été utilisé. Par contre, c'était très, très présent et c'est toujours encore présent dans les moteurs d'avion, notamment hélices. Donc je ne sais plus le nom de cet avion, mais voilà. Donc c'était la fin, la conclusion de cet exposé-là, avec toutes les différentes architectures. Donc merci pour votre attention et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.